comment ça se passe, hein? Comment est le moral? Excellent, bien sûr, excellent. Bem est mort. Bem? Joseph Bem. Ah, entre nous, je ne croyais pas qu'il s'engagerait. Mais il est parti. Oui. Kenrich est mort également. Ah oui, je l'ai appris. Et Kropp a perdu une jambe. Oui, Albert Kropp. Je ne peux pas vous en dire plus sur les autres, puisque nous avons été séparés, mais Lear est encore en vie. Müller est encore en vie, et moi aussi. Ravi de le savoir. Tu diras à tes amis que je suis fier de leur avoir appris à être de bons Allemands. Fier de savoir que vous avez tous fait votre devoir envers la mère patrie. Tu imagines facilement les sentiments que moi j'éprouve. Ah, une très bonne classe, de très bons garçons, bon fils de la mère patrie. Et la classe actuelle? Oh, ceux-là, c'est pas comme vous. Défaitisme, gangréné par le défaitisme. Vous pensez d'esprit qui vous animait. Fini la jeunesse de fer. Pardon. Nos héros de fer ne sont que des enfants qui veulent s'amuser, qui veulent rire, qui veulent rester en vie. Ma pensée est limpide. Pour moi, le pouvoir n'a ni visage ni drapeau. Le pouvoir est pour moi un facteur dynamique de la structure sociale. La pression qu'il peut exercer sur les individus dépend de sa vulnérabilité. Plus il est proche de sa propre mort, plus ses accès de cruauté et de violence deviennent fous et féroces. On constate clairement cela dans l'exemple que nous offre l'État ukrainien. Lorsqu'il est entré en guerre, il était plus démocratique que la Russie, sous certains aspects. Puis, avec la menace de la défaite, le pouvoir en place est obligé de changer sa dynamique pour le terrorisme. Terrorisme de plus en plus bestial, allant jusqu'au meurtre de réfractaires dans le centre de recrutement. Je suis contre tout pouvoir, quel qu'il soit. Ma liberté se trouve au-delà de tout État et non en union avec n'importe lequel d'entre eux. Voilà pourquoi ma position est cohérente. Il serait incohérent d'être seulement contre la mobilisation, mais pour une guerre qui se mène depuis déjà 2 ans uniquement grâce à cette mobilisation. Chaque matin, le travail de n'importe quel recruteur ne commence pas par un café, mais par le tri des gens qui sont assis par terre après la bussification. Comme chaque matin, dans un des centres de recrutement urbain, on a interpellé 15 à 20 personnes. C'est comme ça tous les matins dans les centres de recrutement. Et les recruteurs ont encore toute la journée devant eux pour servir la patrie et renforcer les rangs avec des volontaires. C'était encore comme cela il y a 1 an. Maintenant, la cruauté a encore augmenté. Il semblerait, selon certaines informations, que les recruteurs sont déplacés de ville en ville pour qu'ils ne cèdent pas au sentiment de camaraderie. Ils sont souvent accompagnés dans leur voyage par des employés d'entreprises de sécurité privée, cagoulés, qui ne sont pas trop exigeants quand il s'agit de taper. Ils ne reçoivent apparemment pas d'argent pour cela, mais obtiennent une protection. Du coup, là, ce qu'on voit apparaître en Ukraine concrètement, c'est que les perspectives qui vont être offertes à la population, c'est d'aller vers un massacre de plus en plus grand dans les conditions de pire en pire. Et que là-dessus, il y a de plus en plus de gens qui, simplement pour sauver leur peau, refusent de se retrouver dans dans ces situations-là, refusent d'aller crever pour une cause qui est en plus que toutes les apparences, en tout cas, démontrent qu'elle est a priori perdue, sauf si éventuellement il y avait une intervention extérieure, ce qui a peu de chances d'arriver comme ça. Mais du coup, le parallèle qu'on peut faire avec le petit texte d'introduction, c'est justement que là, en Ukraine, ces conditions de défaitisme révolutionnaire, elles sont en train d'apparaître depuis plusieurs mois et elles apparaissent de plus en plus. Il y a une exponentielle de ces pratiques. Elles sont de plus en plus collectives. Et du coup, là, Assembly, dans un de leurs textes, ils estiment la chute potentielle de ce front à 2-3 mois. Dans 3-4 mois, pardon.
Mais du coup, la question qu'on va essayer de se poser un peu maintenant, c'est qu'est-ce qui peut se passer là-bas? Quelles ouvertures offre un peu le tableau qu'on a essayé de dresser de la situation sur le front ukrainien? Qu'est-ce qui peut arriver en gros, comme qu'est-ce que ces conditions peuvent de ces conditions, qu'est-ce qui peut émerger? Moi, moi, je pense qu'il y a un truc à dire, c'est qu'en fait, la bourgeoisie, qu'elle soit ukrainienne ou russe dans le cas d'une occupation de la Russie de l'Ukraine, va faire face à un potentiel soulèvement du prolétariat en Ukraine. Ça qui ne veut pas dire que ce soulèvement va avoir lieu, ça veut juste dire que il va y avoir forcément une confrontation et une prise en compte des potentialités du prolétariat à se révolter à ce moment-là. Et c'est ça qu'il va falloir prendre en compte aussi parce que il faut être attentif à ça parce qu'il peut avoir des répercussions au-delà de uniquement l'Ukraine, quoi. Moi, je me pose quand même un peu de questions par rapport au fait d'utiliser le terme de défaitisme révolutionnaire pour parler de ce qu'on observe en ce moment en Ukraine. Ce qui est sûr, c'est que on peut observer un refus massif de la guerre et du coup, dans cette mesure, d'une forme de défaitisme de la part de la population qui, de fait, préfère la défaite de son État et de sa bourgeoisie plutôt que de risquer la mort pour défendre son État. Ce qui est beaucoup moins évident, c'est que ce défaitisme, ce refus de la guerre est un véritable contenu de classe et des perspectives révolutionnaires. Je trouve un truc sur lequel on peine à avoir des informations et que j'aurais trouvé très intéressant qu'il soit plus mis en avant, mais au final, c'est pas un truc sur lequel Assembly s'est axé. C'est la question plutôt des relations de classe sur l'arrière, de la question des luttes autour du travail en Ukraine depuis le début de la guerre. C'est quelque chose sur lequel on peine à avoir des informations, alors que, comme le dit le texte de Pays, ce qui est central dans la notion de défaitisme révolutionnaire, c'est le lien qui est fait entre la guerre et l'exploitation et la remise en question de la guerre comme se situant en fait dans la continuité de l'exploitation. Donc tant qu'il n'y a pas un mouvement social qui sans forcément remettre en cause l'exploitation, s'attaque en tout cas à cette question, ça me semble prématuré de parler de défaitisme révolutionnaire et de donner une forme de contenu de classe au refus de la guerre en cours actuellement. Oui, bah du coup, ça me fait penser 2-3 précisions sur le truc économique, mais c'est qu'il y a, il y a eu, je pourrais pas citer exactement qui, quoi, mais c'est sûr qu'il y a eu plusieurs faits de grève recensés. Et ce qui est sûr et certain, par contre, c'est qu'il y a le gouvernement Zelensky a clairement explosé ce qui était une sorte de code du travail là-bas et a passé un tas de mesures antisociales pour les conditions salariées, quoi. Ça, mais ce qui a l'air, en tout cas, des informations qu'on peut avoir, c'est que l'économie, elle est vraiment, vraiment, vraiment en berne. Qu'en fait, ils ont même un problème à ce que ça tourne et que l'État, comme l'économie ukrainienne, vit clairement sur perfusion occidentale, quoi. C'est si, en fait, il y a plus beaucoup de, enfin, il y a un manque de travailleurs du fait de l'immigration massive qu'il y a eu et aussi du fait que, enfin, de ça, les gens au front et de tous les gens qui se planquent pour pas aller au front, qui fait qu'il y a dans les textes, ils parlent plusieurs fois de chantiers entiers qui sont à l'arrêt, de plein de boîtes qui sont à l'arrache.
Une super grosse augmentation du temps de travail légal, aussi des trucs qui rendent plus facile pour les patrons de pas payer, de pas verser les salaires ou de les verser avec des retards monstrueux s'ils arrivent à justifier ça vaguement d'une manière ou d'une autre, mais aussi évidemment des restrictions vis-à-vis du droit de grève, de manifestation, etc. etc. Moi, je suis pas totalement d'accord avec ce que tu dis. Dire qu'il n'y aura pas une évidence d'un contenu de classe dans ce qui est en train de se passer entre la Russie et l'Ukraine, c'est considérer que il n'existe pas des rapports d'exploitation, même dans le principe militaire. Quand tu es un soldat, t'es exploité, quoi. T'es genre payé pour aller buter d'autres soldats pour les intérêts de ta bourgeoisie. Du coup, la production, elle se résume pas uniquement au reste, à l'ensemble, enfin, du reste de la production qui est faite dans le pays. Et j'étais assez d'accord avec la position de prolétaires internationalistes sur la question du défaitisme révolutionnaire dans le texte qui a été lu au début, qui était celle de dire de partir des conditions matérielles pour expliquer une réaction du prolétariat vis-à-vis de la bourgeoisie, donc le refus de la guerre, mais ça s'exprime d'autres manières que par les désertions. En Russie, mais je crois qu'on ne va pas en parler, mais en Russie, il y a eu d'autres formes, on va dire, d'organisation ou de pratiques prolétariennes qui ont essayé de s'attaquer directement à la bourgeoisie, en passant par alors je me souviens plus ce que c'était, mais il y a eu des attaques de centres de recrutement, trucs des trains, et bon bref. Il y a eu des sabotages. Voilà, des sabotages, vous compléterez. Et il y a un passage que je trouve assez intéressant dans le texte qui n'a pas été lu tout à l'heure, qui à mon avis résume cette question que toi peut-être tu parles dans une espèce de saut qualitatif dans ce qui serait dans le défaitisme révolutionnaire, à savoir qu'il n'y ait pas une réaction uniquement de fuir le conflit pour sauver sa peau, mais peut-être de forme de structuration un peu plus poussée du prolétariat vis-à-vis de ça, et voir d'autres formes d'organisation, par exemple aller tuer l'officier, par exemple, qui est celui qui te donne les ordres et qui te dit qu'il faut que tu ailles mourir sur le front, quoi. Et même s'il n'y a pas forcément encore, on va dire, pas des preuves, mais des informations là-dessus, il y a un passage dans le texte de Pays que je trouve assez intéressant, qui dit que contrairement à la vision théologique, le défaitisme révolutionnaire est le produit des développements, des contradictions dans la guerre, qui poussent le prolétariat à défendre ses besoins matériels. J'ai l'impression que ce qui est en train de se passer entre la Russie et l'Ukraine, c'est ce qui se produit, quoi. C'est qu'il y a des réactions directes de la part du prolétariat qui s'organisent en conséquence. Penser qu'il y a la nécessité d'un mouvement social ou d'une révolte, d'un soulèvement, peu importe le terme qu'on explique, qui soit fort, structuré et massif un peu partout, je pense que c'est l'étape d'après, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des formes de défaitisme révolutionnaire. C'est la question qu'on se pose aussi régulièrement sur la question du nationalisme. Est-ce que quelqu'un qui décide de fuir le combat pour sauver sa peau, est-ce que pour autant, une fois que le conflit sera terminé, peu importe la manière dont il se termine, est-ce qu'il va retourner venir travailler dans son pays et continuer à défendre ce qui est aussi peut-être un passage dont il s'agirait de discuter, la question de la paix capitaliste, qui sont le même revers de la médaille. Est-ce qu'il va retourner travailler tranquillement dans son pays, etc. Mais à mon avis, à partir du moment où il y a des formes de refus, que ce soit des refus dans le travail, que ce soit des refus vis-à-vis de la guerre, ça implique des formes de complicité prolétarienne dans le sens où là, on parle de plus de 200 000 personnes. Du coup, ça veut dire qu'il y a des pratiques collectives qui ne sont pas uniquement de l'ordre, à mon avis, de la survie. Du coup, de dire qu'il y a peut-être pas exactement ça ce que tu voulais dire, mais qu'il n'y a pas de contenu de classe, il y a profondément un contenu de classe, c'est-à-dire que des gens qui refusent la position d'aller mourir pour les intérêts de la bourgeoisie sur la guerre, à la guerre. Je sais pas, moi j'avais peut-être juste un point à soulever, mais c'est qu'il y avait quand même qu'on voit dans les textes, c'est que tu as une grosse évolution de discours entre, pour le coup, que les conditions matérielles de la guerre ont fait fortement évoluer les discours en interne dans la société ukrainienne, qu'on est passé quand même d'une très forte adhésion à la guerre et de pas mal d'engagements volontaires en 2022 à un rejet de celle-ci et un rejet très fort de l'État et des sbires qu'il y a et de l'appareil militaire, etc., quoi. Et de la part de gens qui ont pu s'engager volontairement ou en tout cas adhérer au discours nationaliste au départ de la guerre, quoi.
Je sais pas, en fait, il faut essayer de se projeter un peu chez les gens aussi. Qu'est-ce que ça va poser enfin, parce que concrètement, là, c'est quand même c'est cette situation, c'est-à-dire qu'un écrasement total pris en étau entre ton État et un autre État pour être envoyé sur à la mort pour défendre des intérêts qui sont de plus en plus évidents comme pas les tiens. En fait, c'est tout ce que Paris, enfin tout ce qu'explique un peu, c'est pas qui Paris, c'est plutôt qu'ils expliquent un peu dans ce texte, toujours le texte de Prolétaire internationaliste, c'est qu'en fait les conditions objectives de ce qui se passe font très vite évoluer à la fois les discours et les pratiques du prolétariat concerné, quoi. Oui, donc en fait, c'est que toutes les conditions, les conditions objectives en Ukraine, la réalité, c'est que tout ne fait qu'empirer d'un certain point de vue. Tout est en une exponentielle, c'est-à-dire que le moins il y a de soldats sur le front, plus les conditions du front sont dures, plus les risques de mort sont durs, plus les ordres sont contradictoires, plus la situation est extrême, plus il y a de désertion. Plus il y a de désertion, moins les gens peuvent accepter peuvent accepter entre guillemets un recrutement forcé, c'est-à-dire que plus les gens vont chercher à fuir dès qu'ils seront dans les centres d'entraînement ou dès qu'ils arriveront au front, plus les gens vont commencer à s'organiser collectivement. Et c'est ce qu'on voit dans tous les textes, c'est qu'en fait jusqu'à cet été, c'était beaucoup des faits individuels. Et on le voit dans les faits qui sont relatés, dans les conseils qui sont donnés, etc. C'est souvent genre, moi, j'ai réussi à esquiver en faisant ci, ça. Là, il y avait un petit truc pour sauter là, il y avait machin. Et là, on entend de plus en plus parler. Là, il y a dans le dernier texte, je crois, il parle de groupes de 20 à 30 déserteurs. Alors qu'avant, on parle plutôt de groupes qui allaient jusque 4 ou des choses comme ça, quoi. Donc, il y a de plus en plus d'organisations collectives. Il y a et en fait, en parallèle de ça, l'État, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'en fait, il essaye il est en train de stresser, de flipper. Il essaye de combler les pertes sur le front et les désertions par toujours plus de recrutement forcé, ce qui alimente tout ça. Enfin, en fait, tout s'auto-alimente et en fait, quand on suit tout ce qui est développé dans ces textes, c'est on a vraiment du mal à voir comment il pourrait rattraper la situation. Et les perspectives de salut, entre guillemets, pour l'État ukrainien, seraient, à part une intervention étrangère qui serait quand même hautement risquée pour le pays belligérant qui rentrerait dans l'embrouille, il y a peu de chances qu'ils trouvent une solution à ça, quoi. Soit il faudrait qu'il y ait un gel du conflit tel qu'il est là, mais c'est absolument pas dans l'intérêt de l'armée russe pour l'instant, même si on a, mine de rien, assez peu connaissance de la réalité du front, de la situation dans l'armée russe. Quel est le niveau de contestation qu'il y a, quel est le niveau est-ce qu'il y a des refus d'ordre, de quel ordre, quel est le moral des troupes exactement, parce que c'est quand même pas, je pense que c'est loin d'être la joie du côté russe aussi. Mais toujours est-il qu'ils ont l'avantage, donc ils cherchent pas à freiner ça. Mais du coup, la situation dans laquelle on se trouve, c'est que dans lequel se trouve, enfin qu'on se trouve, qui y a devant nous, c'est que le front, plus ça va, plus il va, on voit qu'il a des chances de s'effondrer. L'État ukrainien, il a perdu la capacité, ses capacités de répression et de gestion de sa population sont de plus en plus faibles. La preuve, c'est qu'ils sont incapables depuis déjà des mois et des mois de retrouver les déserteurs. Toujours pour remettre en relation avec le texte de Prolétaire internationaliste, c'est que en fait, plus cette exponentielle continue, plus les gens vont s'organiser, plus la critique va s'approfondir, plus l'embrouille va monter. Et en fait, c'est là où il y a des perspectives de soulèvement qui peuvent éventuellement intervenir, quoi. Là où je voulais juste peut-être rajouter quelque chose, c'est que sur l'effondrement de l'État et de la bourgeoisie en fait ukrainienne, par le fait qu'ils perdent la guerre, il y a quelque chose, je pense que c'est intéressant de parler, c'est le cas probable de en fait l'occupation russe. C'est-à-dire que si l'Ukraine, l'État ukrainien, l'armée, la bourgeoisie ukrainienne, etc., n'arrivent pas à contrer les multiplications d'attaques et les attaques de plus en plus fortes de la Russie
qui profite de l'effondrement du front côté ukrainien pour rentrer de plus en plus dans le pays, va se mettre en place une occupation, ce qui peut prendre plusieurs formes, mais en tout cas, ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'en fait, le prolétariat, aujourd'hui en Ukraine, qui a face à lui l'État ukrainien, va se retrouver en cas d'occupation face à l'État russe. Et il peut avoir... ce que ça veut dire, c'est qu'une partie de l'armée, de l'organisation de l'armée russe va se retrouver et va avoir comme rôle de faire les gendarmes et de remplacer l'État ukrainien dans la poursuite de l'exploitation et dans la poursuite de la production en Ukraine. Mais là, juste une précision, c'est que l'occupation, la politique d'occupation, elle a déjà lieu, elle est déjà en cours sur tous les territoires qui ont été conquis depuis 2022. Ça, c'était... Mais et que du coup, de toute façon, si l'armée n'est plus en mesure de tenir ce front et que l'État n'est plus en mesure de tenir le pays, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est soit il y a une force bourgeoise qui émane à travers, je sais pas, par exemple, les bataillons nationalistes d'Azov qui pourrait être une force capable de conclure une sorte de trêve avec la Russie et de prendre affaire à une sorte de pouvoir néofasciste, je sais pas quoi, en Ukraine plutôt occidentale, ou une autre force que comme ça on voit pas tout de suite. Au sein du pays aucune force bourgeoise n'est en capacité de maintenir les choses, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est quand même, il y a un moment, ça va être il faut qu'il y ait quelque chose qui émerge, donc c'est là où il y a une possibilité que le prolétariat s'auto-organise, ne serait-ce que pour continuer à vivre tout simplement, et à ce qu'il y ait un maintien de la société, je ne sais pas comment dire, mais... Et du coup, là, c'est quelque chose qui a peu de chances d'être toléré, déjà par la bourgeoisie ukrainienne, même si elle serait en minorité, si elle serait plus trop en capacité d'agir, à mon avis, elle chercherait à retrouver les capacités d'agir, mais en plus... La bourgeoisie russe et les bourgeoisies occidentales, les forces de l'OTAN, les pays limitrophes, etc., n'ont aucun intérêt à laisser quelque chose comme ça se développer. Et du coup, en extrapolant, il est possible d'imaginer une intervention d'un pays frontalier pour remettre de l'ordre et restructurer un État ukrainien d'une manière ou d'une autre, quoi. Oui, je pense que historiquement, on peut dire que... dans de nombreux cas, en tout cas, c'est qu'en fait, la bourgeoisie, les différentes bourgeoisies nationales ont un accord qui est que ils ont une alliance toujours contre une autorisation du prolétariat. Et en cas de mouvement assez fort pour déstabiliser et être une force contre la bourgeoisie, je pense que c'est assez sûr que ils transformeront toute guerre sociale en une guerre interbourgeoise, quoi. Il me semble que si la vague de désertion actuelle arrive jusqu'à un effondrement du front et qu'on se retrouve dans une situation où il y a un risque d'embrasement révolutionnaire en Ukraine, les bourgeois feront immédiatement la paix et en tout cas se mettront immédiatement autour d'une table, puisque la question de la répression du soulèvement prolétarien sera immédiatement au top de leur priorité, bien devant celui du règlement de leur conflit interne. Parce que avant tout conflit interne entre des classes dirigeantes, il y a celui prioritaire contre le prolétariat. Donc on a vu ça dans l'histoire systématiquement à chaque fois que le prolétariat s'est soulevé quelque part. En guise de conclusion, voici le texte d'Assemblée du 12 octobre 2024. Les déserteurs ont mis fin à la Première Guerre mondiale. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils devaient mourir. Pour que nos navires remplis de céréales puissent naviguer à travers les détroits, leur criait la propagande d'il y a 100 ans.
Mais je n'ai pas de navire, pas de céréales, pas de terre, rien, a réalisé le soldat assis dans la tranchée. Il y a un officier qui vous frappe au visage et des voleurs bien gras à l'arrière. Ils m'ont arraché à ma famille, à ma maison, m'ont forcé à tuer et à mourir pour protéger leur petite vie confortable. Est-ce que quelque chose a changé en 100 ans ? Bien sûr que non. Les parallèles avec un passé moins lointain sont également faciles à établir. Là où se trouve la résurgence du NKVD et du Goulag, il y a aussi le désastre de l'armée rouge à l'été-automne 1941. Les commandants des régiments, divisions et corps ayant survécu à l'été 1941 racontent tous, dans leurs souvenirs, le phénomène massif de désertion dans les populations locales mobilisées. En Ukraine occidentale, en Bessarabie, dans la région du Dnipro, les citoyens rentraient chez eux à la première occasion, souvent avec des armes. Peu de gens voulaient défendre leur attachement au kolkhoz, à l'usine et au grand leader Staline, qui avait presque suspendu toute critique de celui qui, jusqu'ici, était resté son grand allié, le Troisième Reich. À cet écart, le niveau de désertion de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale est estimé à seulement 2% des soldats, ce qui est comparable à la situation actuelle dans les groupes militaires russes en Ukraine. Des documents et témoignages subsistent permettant de juger comment les populations des différents pays ont perçu le début de la Seconde Guerre mondiale. Les témoignages en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne s'accordent. Les gens ordinaires l'ont accueilli avec peur et désespoir. Les sentiments étaient radicalement différents de cette frénésie militariste et patriotique qui a caractérisé le début de la Première Guerre mondiale. Cependant, à la fin des deux guerres, les sentiments avaient changé de manière diamétralement opposée. Au cours de la Première Guerre mondiale, à mesure que l'opinion publique évoluait d'un soutien vers une opposition à la guerre, les gauchistes internationalistes, qui au début étaient une petite minorité, ont réussi à acquérir de la force et de l'ampleur et ont ainsi contribué à l'explosion révolutionnaire ultérieure. Par position internationaliste, on entendait le refus de soutenir l'une ou l'autre des parties belligérantes, un appel à transformer la guerre impérialiste en une guerre de classe et une révolution sociale. Cependant, durant la Seconde Guerre mondiale, les internationalistes sont restés une force marginale et n'ont pas réussi à influencer le cours des événements. Malgré l'activité héroïque des internationalistes de nombreux pays, la Seconde Guerre mondiale ne s'est pas terminée, contrairement à la première, par une révolution. Pourtant, les dirigeants mondiaux considéraient un tel développement tout à fait possible et en avaient peur. Il suffit de rappeler qu'à la veille du début de la guerre, l'ambassadeur français en Allemagne et Hitler tentaient de se raisonner l'un l'autre et de se persuader de ne pas commencer les hostilités, car le vainqueur pourrait ne pas être l'un des belligérants, mais les révolutionnaires. Les rapports du service de sécurité nazi en Allemagne, et ce presque jusqu'à la fin de la guerre, reflétaient la peur que la guerre puisse se terminer par un nouveau 1918. Mais ces craintes ne se sont pas réalisées. La fermentation révolutionnaire qui a secoué l'Europe entre les deux guerres s'est évanouie après la Seconde Guerre mondiale. La différence avec le tableau actuel est que pour l'URSS, cela ne faisait que commencer, elle n'était pas épuisée par près de 3 ans de guerre. Donc oui, l'Ukraine actuellement risque davantage de répéter le destin de l'Empire russe ou de la République populaire ukrainienne, qui se sont effondrés parce que leurs propres troupes ne voulaient pas les défendre. Sauf bien sûr, si la dictature agonisante ne conclut pas un certain arrangement pour un cessez-le-feu le long du front. Cela soulève une grande question. Les recruteurs, les gardes-frontières, les membres de la commission militaire et d'autres élites ukrainiennes nouvellement formées qui vivent des collectes militaires et pour qui la guerre n'est pas une guerre, mais une mère nourricière, accepteront-ils un tel scénario ? Tant que le peuple travailleur est encore d'accord et a la possibilité de remplir leurs poches, la fin des hostilités pour eux est équivalente à égorger la poule aux œufs d'or. Alors, que se passe-t-il en Ukraine ? Dans l'incertitude, nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses, car ce qui se profile dans le monde, c'est la guerre et l'accentuation de notre exploitation. Entre la peste et le choléra, les gens ne veulent plus choisir, alors s'agit-il d'un défaitisme diffus ou d'un nouveau défaitisme révolutionnaire ? Le prolétariat est-il en train de se former à travers une lutte collective de la classe, ou restons-nous à des cas nombreux mais individuels de survie ? Est-il possible que la lutte matérielle de la classe se transforme en un mouvement social organisé et autonome ? Le fascisme national ou l'alliance des diverses bourgeoisies internationales seront-elles assez structurées pour faire face à cet éventuel mouvement ?
Toutes ces interrogations sont fondamentales pour comprendre notre avenir, car nos perspectives sont intimement liées à ce qui se passe là-bas. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous contacter pour nous critiquer, apporter vos témoignages et analyses. Vous trouverez nos contacts dans la description. À bientôt sur Radio 2049. Печаль моя, здесь я не был, не предел края, кто видел, и чья теперь ты чья? О, печаль моя, здесь я не был, где предел края, кто видел, и чья теперь ты чья? края, кто видел, и
И чья теперь ты чья?